J'aime bien Berger. J'aime bien ces bleus. Peut-être un peu agressif, mais... Agressif, Berger? Oh. Plutôt provocateur qu'agressif. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié tes médicaments? Je ne comprends pas. Je prends les médicaments. Ça allait bien depuis 4 ans. Bonjour. Bonjour. J'ai pas cours ce matin. Tu verras, les catalogues sont arrivés. Ah, très bien. Et puis j'ai des grandes difficultés à marcher. Et j'ai ces blocages quand j'arrive devant un espace. Tu viens, papa? Oui, vas-y déjà, j'arrive. Comprendre. Comprendre. Cette maladie, définie en 1817 par Parkinson, est considérée pendant un demi-siècle comme une maladie mentale. Et ce n'est qu'en 1912 qu'on admet qu'il s'agit d'une maladie organique et qu'elle est liée à une dégénérescence des cellules nerveuses d'une petite partie très localisée du cerveau, le locus niger. Puis on va établir que cette dégénérescence perturbe, on ne sait pas encore très bien pourquoi, la commande des muscles par le cerveau. Plus précisément, la commande qui intervient dans l'initiation des mouvements et dans la contraction et le relâchement des muscles. Évidemment, on cherche un traitement, et empiriquement, on utilisera des substances comme certains alcaloïdes de la belladone. Mais leurs effets resteront minimes et peu prolongés, et avec une mauvaise tolérance, ce qui conduira en 1950 à l'utilisation de substances analogues appelées anticholinergiques de synthèse, mieux tolérées et plus faciles à prescrire. Ce n'est que plus tard que l'on expliquera l'action des anticholinergiques. En 1960, les choses s'éclairent grâce à une... Salut papa, je m'en vais. En 1960, les choses s'éclairent grâce à une découverte essentielle. La maladie de Parkinson est liée à une déficience en dopamine. La dopamine, c'est un neuromédiateur, c'est-à-dire un messager chimique qui transmet l'influx nerveux d'une cellule nerveuse à l'autre. Normalement, cette dopamine est présente en grande quantité dans le locus niger, mais aussi dans une autre partie du cerveau, le striatum. Eh bien, dans la maladie de Parkinson, on observe une diminution importante de dopamine, non seulement dans le locus niger, mais également dans le striatum. Or, parallèlement, des chercheurs suédois mettent en évidence des voies reliant les neurones du locus niger à ceux du striatum.
Rappelons que le neurone est une cellule particulière qui comporte des dendrites et un prolongement qui peut être très long, l'axone. Ce que ces chercheurs démontrent par certaines techniques de coloration, c'est que les neurones du locus niger envoient leurs axones dans le striatum où ils libèrent la dopamine. Conséquence, dans la maladie de Parkinson, la disparition progressive des neurones du locus niger entraîne un appauvrissement de l'apport en dopamine dans le striatum. Et justement, dans le striatum se trouvent des neurones qui libèrent un autre médiateur, l'acétylcholine, et qui sont appelés pour cette raison neurones cholinergiques. Ces neurones cholinergiques constituent un maillon important de la chaîne neuronale du contrôle moteur. Or, la dopamine inhibe l'activité de ces neurones cholinergiques. Si bien que s'il y a trop peu de dopamine délivrée dans le striatum, cette inhibition n'a pas lieu et il s'ensuit une activité excessive des neurones cholinergiques qui produit un dysfonctionnement du contrôle moteur à l'origine d'une partie des symptômes parkinsoniens. Première idée, évidemment, fournir de la dopamine au cerveau. Malheureusement, cela ne marche pas, car la dopamine ne franchit pas la frontière entre le sang et le cerveau, qu'on appelle barrière hémato-encéphalique. En effet, contrairement aux capillaires du reste de l'organisme, dont les cellules qui tapissent les parois sont fenêtrées, ce qui facilite le passage des substances du sang vers les tissus, celles des parois des capillaires du cerveau sont hyperjointives. Elles arrêtent beaucoup de substances, dont précisément la dopamine, dont elles empêchent la pénétration dans le cerveau. En 1968, on eut l'idée, puisque la dopamine ne passe pas dans le cerveau, d'utiliser son précurseur, la L-dopa, qui, elle, franchit la barrière hémato-encéphalique et là, dans le cerveau, est transformée en dopamine sous l'effet d'une enzyme appelée la décarboxylase. Les résultats furent brillants, malheureusement gênés par des effets secondaires fréquents et importants, car la dopamine, issue de la L-dopa, ne va pas seulement au cerveau, mais aussi à d'autres organes, à d'autres centres régulateurs, comme le centre du vomissement par exemple. En 1974, on trouve une parade à cette diffusion incontrôlée de la dopamine, les inhibiteurs de la décarboxylase. Il y a des moments où tout se bloque et puis ça repart. Levez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous gênent? Et puis il y a ces mouvements bizarres. Ça ne me gêne pas vraiment, mais j'ai vu la réaction des autres. Moi, ça correspondrait à des moments où je vais plutôt mieux. Je vais vous envoyer chez un neurologue. C'est un confrère que je connais très bien. Faut voir cela de très près. Ce sont des mécanismes très compliqués. Tu viens déjeuner, c'est prêt? Oui, oui, j'arrive. On ne peut pas être tranquille 5 minutes. Ça n'a pas l'air d'aller en ce moment. En 1974, on trouve une parade à cette diffusion incontrôlée de la dopamine, les inhibiteurs de la décarboxylase. La L-dopa se transforme, on l'a vu, en dopamine sous l'action de la décarboxylase. Mais ceci pour une grande partie sous l'action de la décarboxylase périphérique, c'est-à-dire dans la circulation sanguine de tout le corps, avec ses effets nuisibles. Et seulement pour la fraction qui reste, sous l'action de la décarboxylase du cerveau. Or, les inhibiteurs de la décarboxylase ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Si bien que les inhibiteurs de la décarboxylase vont entraîner une diminution importante
de la dopamine qui va dans tout le corps, et au contraire une augmentation de la dopamine libérée dans le cerveau. D'où, pour un même effet, une dose plus faible de L-Dopa lorsqu'on l'associe avec les inhibiteurs de la décarboxylase, et donc moins d'effets secondaires. Au départ, ces thérapeutiques, L-Dopa plus inhibiteur de la décarboxylase, donnent des résultats satisfaisants. Mais au bout de quelques années, on observe chez les patients des mouvements anormaux ou dyskinésie et des fluctuations. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Un document. Bah, t'es aimable. De quelques années, on observe chez les patients des mouvements anormaux ou dyskinésie et des fluctuations. Mais au bout de quelques années, on observe chez les patients des mouvements anormaux ou dyskinésie et des fluctuations, véritables interruptions du fonctionnement moteur, parfois si brusques qu'on les compare à une interruption de courant en les appelant effets on-off. Heureusement, simultanément à la découverte des inhibiteurs de la décarboxylase, des recherches permettent de franchir une nouvelle étape, l'introduction des agonistes dopaminergiques. De quoi s'agit-il ? La dopamine, neuromédiateur, émise par le neurone du locus niger, est le messager qui, accueilli par des récepteurs, transmet l'influx nerveux. Ces récepteurs sont dits postsynaptiques. Nous symbolisons l'activité des neurones par un neurone. Dans la maladie de Parkinson, où la dopamine est insuffisante pour transmettre le message à travers la fente synaptique, les agonistes dopaminergiques se substituent à la dopamine et agissent directement sur les récepteurs. Intégrés au schéma thérapeutique, les agonistes dopaminergiques vont agir selon des mécanismes que l'on va essayer d'expliquer dans la suite de ce document. Tu as vu ton médecin? J'ai pris rendez-vous avec un neurologue. Un neurologue, pourquoi? Attends, je vais répondre. Allô? Ah oui, écoute, je suis occupée, je te rappelle dans 5 minutes, ok? Oui? Pourquoi un neurologue? C'est mon médecin qui m'y envoie. Faut que je parte. J'ai quelqu'un qui m'attend à la galerie. Voulez-vous que je vous aide ? Oh non, ça ira. Attends, je vais l'accrocher. Bien, je vous laisse. Au revoir. Je vous raccompagne. Au revoir. À bientôt. Oui, alors effectivement, ce que vous me racontez prouve que votre traitement n'est plus aussi efficace. Et c'est quelque chose qu'on observe souvent après un certain temps d'évolution. Alors, il ne faut pas rêver. Les greffes intracérébrales, c'est quelque chose de purement expérimental et par conséquent, on ne va pas s'adresser à ça. Mais tenez, pour l'instant, je voudrais voir comment vous marchez, là, en ce moment. Allez-y, levez-vous. Voilà. Levez-vous. Très bien. Tournez autour de votre fauteuil. Là, ça va bien. Là, en ce moment, ça va bien. Mais alors, effectivement, il y a des fluctuations dans votre état. Et c'est ce qui fait qu'il va falloir façonner votre traitement un peu sur mesure, si vous voulez. Tenez,
Tenez là. Vous avez des moments où vous êtes bien, des moments où vous êtes moins bien, et il faudra que vous indiquiez tout ça sur une sorte de carnet de bord, où vous marquerez les moments de blocage, les moments de mouvements anormaux, etc., de façon très précise. Voilà. Et on pourra ainsi vous faire un traitement qui associe plusieurs médicaments, contrairement à celui que vous avez jusqu'à présent, et qui, probablement, même certainement, pourra vous redonner une grande partie au moins de vos possibilités, celles que vous connaissiez auparavant. Quant à l'association de Parkinsoniens dont vous m'avez parlé, je crois que c'est vraiment quelque chose de très très bien. Nous étions en train de parler des fluctuations qui sont, je crois, assez difficiles au début. Et pourquoi? Effectivement, j'ai constaté ce phénomène moi-même. C'est le phénomène on-off et c'est tout à fait imprévu. Ainsi, il y a quelques jours, je rentrais à la gare Saint-Lazare et j'ai eu le phénomène off et je suis tombé en avant. Moi, je peux dire que sur le plan professionnel, j'ai été gêné ces derniers temps. Les 4 premières années avec les médicaments, tout se passait normalement, mais depuis quelque temps, dans mon métier, j'ai une galerie de peinture et j'avais des blocages. Oui, au bout de quelques mois, quelques années même de traitement, j'ai réussi à équilibrer à peu près mon traitement de moi-même et ça me permet d'avoir une vie courante à peu près normale. Et il faut dire que l'association de la L-Dopa et des agonistes dopaminergiques a bien amélioré le traitement de la maladie de Parkinson. Moi, justement, je suis en pleine recherche avec mon médecin du bon équilibre des médicaments. Et j'aimerais voir la fin de la cassette. Aujourd'hui, le schéma thérapeutique intègre les agonistes dopaminergiques dont nous allons essayer d'expliquer les mécanismes d'action. Nous avons vu que les agonistes dopaminergiques avaient une action directe sur les récepteurs à la dopamine. Mais approfondissons un peu la schématisation. La transmission transsynaptique de l'information d'un neurone à l'autre est en fait l'objet d'une régulation subtile où interviennent des autorécepteurs à la dopamine. Ces récepteurs sont dits présynaptiques. En situation physiologique, les autorécepteurs informés en permanence sur la quantité de dopamine libérée dans la synapse permettent en retour une régulation fine de cette libération. L'apport en dopamine est régulier. Après un traitement long à la L-Dopa, cette régulation ne se fait plus et le malade passe par ces phases on et off parce que l'apport en dopamine devient irrégulier. On peut émettre les hypothèses suivantes. En phase on, la quantité réduite de dopamine libérée au niveau synaptique entraîne une hyperexcitabilité des récepteurs qui ensuite vont réagir de façon anarchique aux vagues successives et irrégulières de dopamine. Il y a par moments excès d'activité et tendance aux mouvements anormaux. Et la phase off. Lors de la vague de dopamine, les autorécepteurs détectent cette quantité anormale et bloquent brutalement la formation de dopamine à partir de la L-Dopa. Les récepteurs postsynaptiques se trouvent brusquement dépourvus de neuromédiateurs, l'influx nerveux ne passe plus, le patient retombe dans une akinésie parfois très importante. Au bout d'un moment, la diminution de la dopamine au site récepteur provoque la resynthèse de la dopamine, sa libération, et la situation redevient normale pour un certain temps. Cliniquement, les agonistes dopaminergiques ont pour effet d'augmenter les périodes on et de diminuer au cours de celles-ci la fréquence et l'importance des mouvements anormaux. Comment, dans l'état actuel de nos connaissances, peut-on concevoir qu'ils aient cet effet bénéfique? Il ne s'agit que d'hypothèses, mais on a vu que ces agonistes dopaminergiques, contrairement à la L-Dopa, ne sont pas soumis au système de régulation complexe que nous venons de détailler. Ils agissent directement sur les récepteurs. On peut, à partir de là, imaginer que les récepteurs postsynaptiques, stimulés régulièrement par les agonistes dopaminergiques, ont moins tendance à devenir hyperexcitables. Et que les récepteurs présynaptiques sont eux aussi stabilisés par la présence des agonistes dopaminergiques. L'histoire du combat contre la maladie de Parkinson ne s'arrête pas là. Il y a des molécules nouvelles. Il y a de nouvelles approches thérapeutiques.
Il y a des techniques nouvelles comme celle des pompes pour une administration continue des médicaments. Il existe un réel espoir dans la recherche, car aujourd'hui, toutes les équipes de tous les pays du monde mettent en commun leurs connaissances et leurs acquisitions.